Geronimo Stilton, le temple du rubis de feu. Une mystérieuse enveloppe jaune. Bonjour à tous mes amis, je me présente. Mon nom est Stilton, Geronimo Stilton. Je dirige le plus célèbre journal de l'île des souris, l'Écho du rongeur. Bien, laissez-moi vous raconter ce qui m'est arrivé ce matin-là à 9h pile. Je pris le métro pour me rendre au travail, on aurait dit un jour comme tous les autres. Mais quand je pénétrais dans mon bureau, je trouvais sur la table une mystérieuse enveloppe jaune que scellait une goutte de cire jaune. Elle contenait un papier jaune. La lettre m'était adressée. Je connaissais cette écriture, c'était celle du professeur Vold. Le professeur est un célèbre savant et nous sommes devenus de grands amis à l'occasion de mon aventure, le fantôme du métro. J'ouvris l'enveloppe, les pattes tremblantes d'émotion. Elle contenait 4 billets d'avion pour le village touristique Ratatour à Crocodilao sur le fleuve Amazon au Brésil. Je réfléchis, perplexe. Ces billets étaient établis à mon nom, à ceux de mon neveu Benjamin, de ma sœur Théa et de mon cousin Traquenard. Mais c'était bizarre. Pourquoi Crocodilao et pourquoi le Brésil? Je téléphonais à Théa, l'envoyé spécial de l'Écho du rongeur. Tiens-toi bien, j'ai une nouvelle incroyable à t'annoncer. Le professeur Vold nous invite à le suivre dans une nouvelle aventure. Elle couina, tout excitée. Squeak! On va revenir avec un scoop assourdissant pour l'Écho du rongeur. Occupe-toi de l'équipement, moi, je préviens Traquenard et Benjamin. On se retrouve à l'aéroport. Je n'ai pas de bouchon de fromage dans les oreilles. Je courus aussitôt au grand magasin de sport, tout pour le rat aventurier, et j'achetai un équipement complet, adapté au climat tropical. Puis, je me précipitai à l'aéroport. Dès qu'il m'aperçut, mon neveu Benjamin accourut à ma rencontre et m'embrassa très fort. « Oncle Geronimo, c'est chouette de partir avec toi. » Je caressais ses petites oreilles avec tendresse. Ah, j'aime tellement Benjamin. Théa me hurla dans les oreilles. « Geronimo, tu n'as rien oublié, Geronimo? Hein, tu n'as rien oublié ?» Je protestais. « Squeak! Non, je n'ai rien oublié. Mais je t'en prie, ne crie pas, je n'ai pas de bouchon de fromage dans les oreilles. » Tout en ricanant, elle se mit à fouiller, dans ma valise. Des bottes imperméables qui montent jusqu'aux genoux, des pantalons de camouflage, un chapeau avec une moustiquaire, une trousse de secours, une machette, des sacs de couchage. Je crois qu'il y a tout ce qu'il faut. J'entendis une voix dans mon dos. Tout, allons donc. Ah, si je n'étais pas là, vous avez oublié l'essentiel, les souriceaux. La bouffe. Je me retournai, mais je savais déjà qui avait parlé. C'était Traquenard qui me fourra sous le museau un morceau d'emmental. Sens-moi un peu ce parfum cousinâtre. Alors, c'est pas de l'emmental, ça? Parce que tu vois, on a vite fait de dire emmental. Mais en matière de qualité, il faut être exigeant, crois-moi. De la pointe d'un petit couteau d'argent qu'il portait attaché au cou, il détacha une lichette d'emmental qu'il agita sous mon museau. J'ouvris la bouche pour y goûter, mais d'un geste fulgurant, il l'engloutit d'un coup. Miam! Je restais comme une souris abasourdie. Il me fit un clin d'œil. Ah 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 ah!
Tu te fais toujours avoir, Géronimo. » Puis, il me montra le petit couteau d'argent. Je viens de suivre un cours de goûteur de fromage. J'emporte toujours ce couteau, on ne sait jamais. Il peut y avoir des dégustations surprises comme ça. Il coupa au vol un morceau de camembert qui dépassait du sandwich d'une souris qui passait. C'était un rongeur énorme avec des muscles à faire peur. Terrorisé, je découvris que, au dos de son maillot, il était inscrit « Équipe nationale de rugby de Sourisia ». Il se retourna furieux et m'attrapa par une oreille. « Dis donc, espèce de malappris !» J'essaye de protester. « Monsieur, ce n'est pas moi, je vous l'assure. » Je m'échappais, mais il se lança à ma poursuite en hurlant. « Si je t'attrape, je te fais des nœuds à la queue, je te hache les oreilles, je t'arrache les moustaches. » Je parvins à le semer et me réfugiai dans les toilettes jusqu'à l'heure de départ. Squeet! Le voyage commençait vraiment bien. Si je t'attrape, je t'en donnerai, moi, du fromage. L'avion décolla avec 5 heures de retard. Heures que je passais cachée dans les toilettes terrorisée. De temps en temps, j'entendais crier à travers la porte. Personne n'a vu une souris au pelage marron avec un veston vert, des lunettes et un petit air futé d'intellectuel. Celui-là, si je l'attrape... J'attendis jusqu'au dernier moment et j'avais tellement peur que je claquais des dents. J'entendis enfin une annonce. Vol intercontinental pour Crocodilao. Mesdames et messieurs les rongeurs en partance sont priés de se présenter à l'embarquement. Dernier appel, tout dernier appel, vraiment tout dernier appel. Je me faufilai hors des toilettes et courus le plus vite possible vers l'avion. J'entendis des cris derrière moi. Si je t'attrape, je t'en donnerai, moi, du fromage. Avec tout le souffle qu'il me restait, je sautai à bord et quelques minutes plus tard, l'avion décolla. Ce fut un très long voyage. En effet, le fleuve Amazon ne se trouvait pas sur l'île des souris, mais loin, très loin en Amérique du Sud, sur un autre continent. Enfin, nous arrivâmes à Crocodilao. C'est d'enfer! À peine arrivé, je confiai à Benjamin. Vivement que le professeur Volt soit là. Je n'aime pas les villages bourrés de touristes. Une voix me hurla dans l'oreille. C'est d'enfer! C'était une souris très grande et très maigre, au pelage frisé et avec une incroyable petite queue de cheval teinte en violet. Ce gars, ou plutôt ce rat, à la citrouille creuse portait un bermuda rouge et un maillot jaune avec l'inscription Staff, un collier de corail au cou et des bracelets de petites perles au poignet. Il me gronda. « Stilton, pourquoi es-tu aussi sérieux? Ici au village, il faut s'amuser. Il est même obligatoire de s'amuser. D'enfer !» Il se mit à me chatouiller, la plante des pattes, et je me roulai par terre en riant aux larmes. C'est que je suis atrocement chatouilleux, moi. Il hurla « Bravo, ris, ris, ris !» Puis, il reprit son souffle et brailla « Générique !» 3 rongeurs déchaînés commencèrent à danser en chantant à tue-tête. Au village, tout est génial, qu'on bronze, qu'on nage ou qu'on pédale, car à ceux qui ne s'amusent pas, ici, il y a du rire à tous les repas. On chante, on danse, on est heureux et on n'aime pas l'escroc gneugneux. La souris à la petite queue sautilla et hurla « Bonjour à tous, mes amis, je suis le chef du village génial d'enfer. Je vous rappelle que le cours de Bonxi Bonxi commence à 18h. Je
Je n'eus pas le temps de demander ce qu'était le Ponxi Ponxi parce que Génial m'attrapa par la queue. Il est justement 18h pile et c'est pourquoi je désigne une souris au hasard. Stilton. Il me traîna sur la piste de danse en chantonnant Ponxi Ponxi po po pom, Ponxi Ponxi po po pom, Ponxi Ponxi po po pom. J'essayais de me libérer. Je vous en prie, laissez-moi, je n'ai nulle envie de danser le Ponxi Ponxi. Il m'obligea à danser. Stilton, pourquoi n'es-tu pas joyeux comme les autres? On est ici pour s'amuser, non? Mais je vais m'occuper de toi. Et il me chatouilla la plante des pieds. Je me roulais dans le sable en proie à des éclats de rire sauvages. C'est que je suis atrocement chatouilleux, moi. Et il commenta satisfait. Vous avez vu? Lui aussi, il rit. Il a une pêche d'enfer. Puis, il hurla. Je vous aime tous, mes amis. Et maintenant, tournoi de water-polo. Je vous rappelle, mes amis, que le water-polo est le seul sport où l'on ne transpire pas. Ha ha ha. Sur la pointe des pattes, je trottinais jusqu'à ma chambre avant que ce barjot ne m'ait obligé à jouer au water-polo. Clac, clac. Benjamin entra dans ma chambre tout joyeux en criant « Tonton, regarde, j'ai pêché un crabe !» Il me montra un horrible, un répugnant, un énorme crabe orange à l'air féroce. Je pâlis. Mais où as-tu trouvé cela? Là, sur la plage. Génial d'enfer. Il est vraiment sympa, tu sais. M'a appris à pêcher les crabes. On les appelle clac, clac. Je ne sais pas pourquoi. J'ouvris la bouche pour lui recommander de se débarrasser de cette horrible bestiole. Quand le crabe fixa sur ma personne, ses petits yeux haineux de crustacé bondit vers moi, oui, bondit, je vous l'assure, et me pinça la queue. Clac, clac, aïe! Benjamin se précipita pour m'aider. Tonton, tonton, tu as mal? Je m'évanouis en murmurant. Je crois que je vais pouvoir t'expliquer pourquoi on appelle ça clac, clac. Dans le doute, je vais vous faire une piqûre. Je me réveillai à l'infirmerie en balbutiant. Qui? Quoi? Où suis-je? Le crabe? Clac, clac. Le docteur Maboul Brin de Zinc empoigna une seringue de 50 cm3. Dans le doute, je vais vous faire une piqûre. Les piqûres, ça guérit tout. Je sautai de la table d'examen et m'enfuis en courant. Je vais très bien, parole d'honneur de rongeur. J'étais de plus en plus pressée que le professeur Volt arrive. Je retrouvai Benjamin dans ma chambre. « Tonton, comment vas-tu » ? « Génial, me gronda. Stilton, n'oubliez pas d'être joyeux, hein !» Il essaya de me chatouiller. Je fis un bond et tombai sur le lit. Mais je rebondis aussitôt en l'air. Je m'étais assis sur un oursin que Benjamin avait apporté dans la chambre. Mon neveu était désolé. « Tonton, je te demande pardon !» On me transporta à l'infirmerie sur une civière. Maboul Brin de Zinc marmonna. Encore vous, Stilton. Armé d'une pincette, il retira tous les piquants de l'oursin enfoncés dans mon derrière. Ouïe, ouïe, ouïe. Puis, il empoigna une grosse seringue. Dans le doute, je vais vous faire une piqûre. Les piqûres, ça guérit tout. J'étais de plus en plus pressée que le professeur Volt arrive. Pire que la momie de Toutankhamon. Ma sœur Théa et mon cousin Traquenard vinrent me voir à l'infirmerie. « Comment ça va? Vous vous amusez bien ?» demandai-je. Théa était enthousiaste. « Je m'amuse d'enfer. Aujourd'hui, j'ai pris des cours d'aérobic, de planche à voile, de ski nautique, de tir à l'arc, de tai chi, un art martial oriental,
et de plongée sous-marine. Traquenard se lécha les moustaches. Moi, je me suis mis au soleil toute la journée. C'était d'enfer. Puis, j'ai fait une partie de baby-foot d'enfer avec Génial. Puis, je me suis empiffrée au restaurant de la plage. C'était d'enfer. Je suis très content pour vous, murmurai-je. J'allais à la plage avec Benjamin. J'escaladais un rocher pour plonger d'en haut. Mais je vis un gars, ou plutôt un rat, accourir vers nous en criant « Uster !» C'était génial. Pour lui échapper, je me jetais à l'eau. Mais quand je remontais à la surface, je me retrouvais au milieu d'un épais banc de méduses. On me ramena sur la plage, plus mort que vif, complètement brûlé par les méduses. Génial d'enfer, commenta Stilton. J'essayais de vous prévenir qu'il y a des méduses d'enfer. Quand ma boule brun de zinc me vit, il marmonna. Si tous les clients du village étaient comme vous, je n'aurais pas une seconde de libre. Puis, il m'induisit de la pointe des moustaches au bout de la queue, d'une crème répugnante et puante, avant de m'envelopper dans des bandelettes. Quand je me glissais au bas de la table d'examen, j'étais dans un piteux état, pis que la momie de Toutankhamon. Le médecin proposa « Dans le doute, je vais vous faire une piqûre. Les piqûres, ça guérit tout. » Mais Traquenard me chargea dans une brouette et fonça comme un éclair, avant que l'autre n'ait eu le temps de me cibler le derrière de trous. J'étais de plus en plus pressé que le professeur Volt arrive. Tu préfères le vent, l'odeur ou les mouches ? Je souhaitais trouver un endroit tranquille où je pourrais tranquillement lire un bon livre. Aussi le lendemain matin, je me rendis sur la plage, mais il y soufflait un vent terrible, à vous arracher les moustaches. J'allais sur une petite plage voisine, mais il y régnait une puanteur à vous en roussir les moustaches. Je me risquais sur une autre plage, mais elle était infestée de mouches. Je suis de plus en plus pressé que le professeur Volt arrive. Cet endroit est un enfer. Benjamin tenta de me réconforter. Tonton, ne te fâche pas. Où préfères-tu aller ? Que préfères-tu, tonton ? Le vent, l'odeur ou les mouches ? J'allais répondre quand une mouette voltigea au-dessus de ma tête. Une seconde plus tard, je reçus sur les oreilles une clé anglaise, autour de laquelle était enroulé un papier. « Squeak !» murmurai-je en me massant la bosse. Benjamin lut à voix haute. « Cher ami, merci. Je savais que je pouvais compter sur vous. Je vous attends à minuit au bord du fleuve. Prenez soin de ne pas vous faire remarquer. Il est vital que tout se fasse en secret. Salutations souriciesques, ratement vôtre, professeur Volt. » Je poussai un soupir de soulagement. Enfin, le professeur était arrivé. Terre, mer ou ciel ? À minuit, Théa, Traquenard, Benjamin et moi étions au bord du fleuve Amazon. Comment le professeur allait-il arriver ? Par la terre, par la mer ou par le ciel ? Volt avait l'habitude d'utiliser les véhicules des plus variés, camions, hélicoptères, sous-marins, pour les transformer en laboratoire. Tout fonctionnait grâce à un système particulier, à énergie solaire non polluante. Volt était en train de perfectionner le système pour ensuite l'offrir au monde, afin que tous puissent s'en servir. Une planète sans pollution, c'est le plus grand de ses rêves. Je marchais nerveusement de long en large, suivi par Benjamin.
Tonton, raconte-moi encore comment tu as connu le professeur dans le métro et quand tu l'as sauvé dans les montagnes de l'Himalaya où vit le Yéti. Tonton, j'aimerais tellement être l'assistant du professeur Volt. Tu veux bien le lui demander pour moi? Je souris. Oui, je lui demanderai et je suis certain qu'il me dira oui. Soudain, la mer se mit à bouillonner et à écumer. Un sous-marin jaune décoré de trous de fromage fit surface. Avec un bruit sec, snap, comme une bouteille qu'on débouche, un capot s'ouvrit, 2 oreilles de souris apparurent. Je m'écriai « Professeur, professeur Volt !» Il me répondit en criant « Stilton, Geronimo Stilton, mon ami !» L'importance d'être Stilton. Volt nous invita tous à entrer dans le sous-marin Helios, puis expliqua « Quand les batteries se déchargent, j'expose au soleil la partie supérieure du sous-marin, composée de cristaux de silicium. Elle se recharge en un instant. Un appareil dessale l'eau de mer, c'est-à-dire qu'il enlève le sel pour la rendre potable. » Le professeur nous montra le salon et le piano sur lequel il aimait jouer, la vaste bibliothèque et sa chère collection de tableaux anciens. Puis la cuisine, les bassins où il élevait des poissons et des crustacés et ses cultures de fruits et de légumes, éclairées par des lampes solaires de son invention. Je remarquai, il y a vraiment tout à bord de ce sous-marin. Il posa la main sur mon épaule. Oui, tout, sauf la chose la plus importante, le sourire d'un ami. Mais désormais c'est différent puisque vous êtes là, Stilton, mon ami. Votre nom est une douce musique pour mes oreilles car je n'ai confiance qu'en vous. Vous êtes le seul noble rat que j'ai jamais rencontré. Il nous offrit une délicieuse collation de fromage et expliqua. Aux sources du fleuve Amazon, nichées au cœur d'une végétation impénétrable, s'élève un temple inca dans lequel est caché un rubis géant. La découverte de ce temple serait capitale pour l'archéologie, c'est-à-dire la science qui étudie les civilisations anciennes. Voulez-vous m'accompagner ? Nous acceptâmes enthousiastes. Il se mit à la barre, alors en avant toute, cap au nord-nord-ouest. Je pris la petite patte de Benjamin. Il est timide tout comme moi lorsque j'étais enfant. Professeur, il y a ici une petite souris qui serait heureuse de devenir votre assistant. Volt s'illumina. J'ai justement besoin d'un assistant à qui je dicterai mes notes. Je suis tellement distrait. Benjamin était tout heureux. Merci, professeur. Vous ne le regretterez pas. Merci, oncle Geronimo. En voguant sur le fleuve Amazon. Nous remontâmes le fleuve Amazon, nous enfonçant au cœur de la forêt. Nous découvrîmes d'innombrables merveilles, une nature vierge, une végétation luxuriante. Jamais je n'oublierai le spectacle des feuilles d'arbres d'un vert intense qui brillait au soleil, constellé de gouttes de rose qui scintillaient comme de précieux diamants. Entre les branches apparaissaient des oiseaux multicolores à fleurs d'eau, flottaient les petits yeux des caïmans. Entre les feuilles d'énormes araignées velues étaient aux aguets, et des fourmis carnivores et des serpents venimeux. Volt expliqua. Le premier qui a débarqué en Amérique fut Christophe Colomb en 1492. Il était persuadé d'être arrivé en Inde. C'est pourquoi on a baptisé Indios les populations locales. Après Colomb, les conquistadors sont venus d'Espagne. C'étaient des soldats qui voulaient conquérir des terres au nom du roi d'Espagne. Puis, des aventuriers arrivèrent du Portugal et colonisèrent le Brésil. Benjamin demanda
Pourquoi ce fleuve s'appelle-t-il Amazone, professeur? Peut-être certains soldats virent-ils des femmes indiennes qui remontaient le fleuve sur leurs pirogues et qui combattaient armées d'arcs et de flèches. Ces femmes combattantes leur rappelèrent les guerrières amazones de la mythologie grecque. C'est pourquoi ils appelèrent ce fleuve Rio Amazonas, c'est-à-dire le fleuve des Amazones. Benjamin écoutait fasciné. Le professeur soupira. Hélas, les conquistadors commirent des horreurs. Ils obligèrent les populations locales à se soumettre par la violence et détruisirent leurs traditions ancestrales, un patrimoine historique inestimable. Folt précisa, vous l'avez sans doute remarqué, je n'ai pas dit que Colomb découvrit l'Amérique, mais qu'il débarqua en Amérique. En effet, ce continent appartenait déjà aux populations locales qui y vivaient depuis bien longtemps avant l'arrivée des Européens. Puis il conclut, parfois la civilisation cause des dommages immenses. Par exemple, aujourd'hui, la forêt amazonienne est en danger. Il faut arrêter tout de suite l'abattage des arbres ou nous courrons au désastre écologique. Au long du fleuve, nous vîmes des huttes de feuilles, des Indiens armés d'arcs et de flèches apparurent, reconnurent Folt et accoururent en souris. Il expliqua, voici les Yanomami, qui, comme leurs ancêtres, vivent dans la forêt. Elle leur procure tout ce dont ils ont besoin pour vivre, mais ils ne l'abîment pas, ils ne la détruisent pas. Ils aiment et respectent la nature, nous devrions suivre leur exemple. Il descendit à terre et embrassa leur chef. On voyait qu'ils étaient très amis. Le peuple des Yanomami. Nous nous attardâmes plusieurs jours chez les Yanomami. Le soir, autour du feu, nous écoutions leurs légendes si poétiques. Un petit Yanomami apprenait à Benjamin à tresser des bracelets en plumes de toucan. Sa sœur montrait à Théa comment dessiner des tatouages incroyables avec le jus rouge des baies d'Uruku. Le chef nous expliqua qu'il était très inquiet car la forêt rétrécissait sans cesse. Je vais en parler dans mon journal, j'essayerai de vous aider, promis-je. J'aurais voulu rester plus longtemps, mais Volt annonça. Les batteries de sous-marins ne peuvent pas se recharger à l'ombre des arbres. Nous devons repartir. Nous saluâmes nos nouveaux amis et continuâmes à remonter le fleuve. Yanomami. Quelques 11 000 Yanomami vivent aujourd'hui en Amazonie. Leur premier contact avec la civilisation moderne a eu lieu dans les années 70, quand on construisit une autoroute sur leurs terres. Dans les années 80, on y découvrit de l'or. Elles furent envahies par des mineurs qui polluèrent les fleuves et détruisirent la forêt pour y construire des routes. Un bruit mystérieux. Enfin, nous arrivâmes aux sources de l'Amazone. Nous étions dans la région où s'était étendu le mythique empire des Incas. Volt alluma l'ordinateur et nous montra sur l'écran une vue de la forêt prise du ciel. Regardez, dans cette zone-là, la végétation semble moins fournie. À mon avis, il pourrait bien y avoir à cet endroit une ancienne cité inca disparue. Peut-être est-ce là que se trouve le temple du rubis de feu que nous recherchons. Nous dissimulâmes le sous-marin dans une boucle du fleuve, puis nous nous enfonçâmes dans la forêt qui était de plus en plus dense. Nous marchâmes pendant des heures, nous ouvrant un chemin à la machette entre les arbustes et les lianes. Finalement, vers le soir, nous eûmes la satisfaction d'atteindre un tout petit village. Le chef nous accueillit cordialement. Soyez les bienvenus, étrangers. Mon nom est Atahualpa.
Voici ma femme Urubamba et ma fille Wistiti. Suivez-moi, je vais vous présenter tous les autres amis du village. Le soir, autour d'un feu de camp, la femme du chef, curieuse, demanda: Que faites-vous ici, au cœur de la forêt, loin de votre maison? Le professeur Volt répondit: Nous recherchons le temple du rubis de feu. Pouvez-vous nous aider? Un silence très profond, dramatique, tomba sur l'assistance. Nos amis échangeaient entre eux d'étranges regards. Enfin, Atahualpa répondit sèchement: Ce temple n'existe pas, ce rubis n'existe pas. Renoncez à vos recherches. Tout le village répéta en chœur: Renoncez à vos recherches. Abasourdis et même un peu inquiets, nous n'insistâmes pas. Nous dormîmes dans une hutte de branchages de village. Il faisait nuit noire lorsque nous fûmes réveillés par un bruit mystérieux. On aurait dit un lointain bourdonnement métallique. Attention aux mordicus. Lorsque nous retrouvâmes le chef du village le lendemain matin, nous lui demandâmes quel était ce mystérieux bruit nocturne. Il répondit impénétrable: Un bruit? Quel bruit? Tous les autres Indiens répétèrent en chœur: Un bruit? Quel bruit? Pensif, je descendis au fleuve pour me laver. J'ai rencontré Wistiti, la fille du chef. Elle me sourit. Prends garde aux mordicus, il y en a plein dans le fleuve. Des mordicus? Vraiment? J'entrai tout habillée dans le fleuve pour me laver le museau, mais soudain, elle répéta inquiète: Les mordicus, attention! Elle me désigna un banc de poissons qui fonçait sur moi. J'éclatai de rire. Mais ils sont petits, tout petits. Elle cria: Prends garde aux mordicus, ce que vous appelez des piranhas. J'ignorais ce qu'étaient des mordicus, mais je savais très bien ce qu'étaient des piranhas. En 3 sauts et demi, je sortis de l'eau, au même moment où ils essayaient de me trancher la queue à coups de dents. J'entendis leurs mâchoires claquer. Snick. Wistiti poussa un soupir de soulagement. Étranger, tu ne tiens pas à ta queue? J'épongeai la sueur froide qui perlait sur mes moustaches. Mes pattes tremblaient tellement que je voulus m'asseoir sur un tronc. Mais elle hurla: Attention au caïman noir! Je fis un bond vertical d'au moins 1,50 m. Quelle frousse! Au secours! J'entendis un bruit sec. Snack! Cette fois, c'était des mâchoires énormes, un crocodile. Je reculai d'un pas dans le sentier, mais Wistiti me prévint: Attention à queue qui pique et à liane qui étouffe. Je regardai autour de moi. Je ne vis rien. Rien de rien. Rien de rien de rien. Tu regardes, mais tu ne vois pas. Je vais te montrer ce qui se cache dans la forêt. Entre les feuilles parfaitement camouflées, un grand scorpion noir agitait menaçant sa queue venimeuse. Plus loin, il y avait un anaconda enroulé autour d'une branche. Il attendait que son repas passe à portée de ses anneaux. Wistiti éclata d'un rire amusé. Étranger, si tu veux survivre dans la forêt, tu as intérêt à mieux utiliser tes yeux. Je la remerciai admiratif. Cher Wistiti, mon ami, tu m'as sauvé la vie, et pas une, mais 3 fois. Que puis-je faire pour te remercier?
comme caïman. Ouistiti hésita, puis tenda la patte vers mon bloc-notes. Tu sais écrire ? Elle prononça le mot écrire avec respect, comme s'il s'agissait d'une formule magique. Je souris. Oui, je sais écrire, et toi ? Elle rougit, honteuse. Ici au village, personne ne sait écrire. Il n'y a que les autres qui savent écrire. Elle s'interrompit, comme si elle avait trahi un secret. Les autres ? Quels autres ? Mais elle avait déjà changé de sujet. C'est difficile d'écrire ? Je proposais. Si tu veux, je t'apprendrai non seulement à écrire, mais aussi à lire. Tu verras, c'est très amusant. Nous nous assîmes au bord du fleuve et nous commençâmes par l'alphabet. Répète après moi. A comme arbre, B comme banane. Elle me fit un clin d'œil. C comme caïman. Nous éclatâmes de rire. Nous étions devenus amis. À la nuit noire, ce soir-là, je me couchais tout habillée et gardais une lampe torche à côté de mon sac de couchage. Vers minuit, le bruit mystérieux reprit. Je réveillai mes amis et en silence, sur la pointe des pattes, nous allâmes voir ce que c'était. À 1 kilomètre de là, une équipe de bûcherons était en train d'abattre les arbres à un rythme vertigineux. Cette scène était rendue plus impressionnante encore par de puissants projecteurs qui inondaient la clairière d'une vive lumière artificielle. À mesure que les arbres étaient abattus, une autre équipe les chargeait sur des camions qui démarraient sur les chapeaux de roue. Le professeur était furieux. Les gredins, ils n'ont aucun respect pour la forêt. Traquenard voulut aller leur dire leurs 4 vérités, mais nous décidâmes de ne pas nous montrer. Ils n'avaient pas l'air très accueillants. Benjamin nota les numéros des plaques d'immatriculation pendant que Théa prenait des photos prouvant qu'ils étaient en train de commettre un délit. Leur chef s'appelait Mandriao Ao Ao. C'était un rat rond, gras, bedonnant, avec un pelage luisant de brillantine. Sa chemise de criard de soie rouge était ouverte sur une poitrine velue sur laquelle se détachait un médaillon doré portant l'inscription « Je suis vulgaire et j'en suis fier ». Il arborait une montre en or très tape à l'œil, une boucle d'oreille en diamant et une bague avec un solitaire si gros qu'on aurait dit qu'il était faux. Mais il était bel et bien vrai. Il aboyait des ordres d'un air bravache à son fidèle assistant. Ce dernier s'appelait Venin et était un gars, ou plutôt un rat, sec comme un clou. Il portait une chemise ornée de têtes de mort, au dos de laquelle était écrit « Appelle-moi Venin ». Mondrian avait aussi, sous ses ordres, un rongeur énorme, au pelage coupé en brosse, vêtu d'une tenue de camouflage. Quand il sourit, ou plutôt grimaça, je frissonnais. Il avait des dents d'acier. Il s'appelait Krongo Ratowski. Il n'avait pas l'air très intelligent, mais paraissait très méchant. Venin contrôla le chargement du dernier camion et regarda autour de lui, les yeux mi-clos comme un félin affamé qui a flairé une souris. « Chef, on a fini dans cette zone demain soir, on déplace le campement. Mais chef, on doit continuer de surveiller les Indiens, il ne faudrait pas qu'ils se révoltent. » Mandriao se lissa les moustaches. Par 1000 tapirs détapirisés, ils ne se révolteront pas, on va les effrayer. Krongo Ratowski hurla « Je m'occupe de leur faire peur, chef. » Mandriao ricana satisfait. Par 1000 toucans détoucanés,
On va leur faire très peur. Grongo se rengorgea. Hé hé hé, chef, s'il y en a un qui proteste, je l'écrabouille. Il donna un coup de poing sur un tronc qu'il cassa en deux, mais il en sortit une grosse araignée velue qui lui pinça les doigts. Grongo hurla « Aïe !» Venin ricana dans ses moustaches. Hi hi hi. Parmi le paresseux, déparécisé, Grongo, tu es toujours aussi idiot, cria Mandriao. Sois prudente comme le serpent. Le lendemain matin, j'allai chez Atahualpa. Pourquoi ne nous avez-vous pas parlé de ces brigands? Nous aurions pu aider votre village. Personne ne peut nous aider. Les autres menacent de brûler nos huttes. Je préviendrai les autorités qui feront arrêter ces brigands. Atahualpa hésitait. Il est dangereux de se révolter. Ouistiti s'exclama avec fierté. Les étrangers ont raison. Nous devons défendre nos traditions et retourner à la maison des esprits hurlants, où sont les tombes de nos aïeux. J'étais ahuri. La maison des esprits hurlants, Atahualpa baissa la voix pour nous faire une révélation. Nous avons un secret. Nous sommes les derniers représentants du peuple Inca qui, il y a des milliers d'années, régnait sur un vaste et puissant empire. Il soupira avant que les autres ne nous chassent. Nous vivions au cœur de la forêt dans un village autour de la maison des esprits hurlants, ce que vous appelez temple du rubis de feu. La petite se jeta aux pieds d'Atahualpa. Père, promets-moi de les accompagner. Je suis prête à risquer ma vie afin que mon peuple se libère à jamais de la peur. Il l'embrassa. Tu es courageuse, ma fille, et je te donne ma permission. Sois prudente comme le serpent, silencieuse comme le papillon, mais surtout rusée comme le singe. La maison des esprits hurlants. Nous décidâmes de partir à la nuit noire pour ne pas être remarqués. Ouistiti était inquiète. Il faut faire très attention, les autres sont très méchants, tu sais. J'essayai de la réconforter. Il faut beaucoup de courage pour briser la chaîne de la peur, Ouistiti. Tu verras, tout se passera bien. Nous sommes là pour protéger ton peuple. Nous nous dirigeâmes vers le cœur de la forêt. Bien qu'il fasse nuit, il régnait une chaleur effroyable. Des gouttes d'humidité tombaient du haut des arbres et ruisselaient sur nos oreilles. Tant bien que mal, nous nous frayions un chemin à la machette. Mais comme c'était dur, je faisais attention à ne pas poser les pattes n'importe où et je regardais soigneusement autour de moi. Un jaguar est caché là. Et je regardais soigneusement autour de moi. Depuis que Ouistiti m'avait appris à regarder, je notais une foule de détails qui autrefois m'auraient échappé. Cet insecte sur une orchidée par exemple, ou ce serpent blotti derrière un tronc moussu, ou encore la queue d'un caïman immergé dans la boue et prêt à bondir sur sa proie. J'enseignais à Benjamin ce que j'avais appris et lui expliquais la subtile différence entre regarder et voir. Pendant ce temps, ma sœur Théa s'amusait à prendre des photos des animaux camouflés. Une menthe religieuse se cache là. Soudain, au milieu de la forêt, j'entendis des cris qui me hérissèrent le pelage. « Qu'est-ce que c'est » demandai-je à Ouistiti. Elle posa un doigt sur ses lèvres pour nous imposer le silence. Ce sont les cris des esprits hurlants. Nous ne sommes plus très loin de leur maison. Nous nous approchâmes précautionneusement avec mes jumelles. J'observais un mystérieux campement. Un anaconda se cache là.
Chekrabouiki, chef. Cachée par la végétation, une construction de pierre recouverte de plantes grimpantes m'apparut. Elle avait la forme d'une pyramide tronquée, sans pointe. Tout autour des hautes colonnes de pierre formait un cercle. C'étaient les restes d'un très ancien village inca. Wistiti murmura. Nos ancêtres vivaient là, et nous y vivions nous aussi, jusqu'à l'année dernière. Après quoi, les autres sont arrivés, et nous avons dû partir. Nous nous approchâmes rampant, à la faveur de l'ombre. Mandriao donnait des ordres. Demain, on abat tous les arbres autour du temple. Les arbres qui poussent là sont très précieux. On les vendra à prix d'or. On doit absolument accélérer les travaux. Je veux raser la forêt au sol sur des kilomètres et des kilomètres. Et le peuple d'Atahualpa, chef, qu'est-ce qu'il va devenir? Objecta Venin. Mandriao hurla résolu. On les chassera loin de là. Tant pis pour eux. Grongo ricana. Je vais leur dire de déguerpir, moi, chef. Vous verrez comme ils fileront. Chef, dès que tu leur donnes, je les écrabouille. Tu veux que je t'écrabouille quelqu'un d'autre, chef? J'écrabouille qui, chef? Il envoya un coup de poing dans une motte de terre rouge. C'était une termitière. Grongo se retrouva couvert de termites qui le pinçaient. À qui mieux. Il courut jusqu'à la rivière et se jeta dans l'eau en hurlant. Venin ricana sous ses moustaches. Hihihi. Ah! Mais où est donc le rubis? Nous attendîmes qu'ils aillent tous se coucher pour traverser le campement. Nous nous dirigeâmes vers le temple du rubis de feu. Nous entrâmes, guidés par Wistiti. Au mur étaient accrochées des torches qui lançaient des éclats inquiétants. Wistiti en détacha une et nous précéda dans un long couloir dont les murs étaient ornés de peintures. Nous entendîmes des hurlements horrifiants et elle nous expliqua. Ce sont les esprits hurlants qui, depuis toujours, peuplent le temple. J'étais incapable d'imaginer ce que pouvaient bien être ces esprits hurlants, et j'étais assez inquiet. Mais en levant les yeux, je vis une troupe de petits singes noirs, avec un collier de fourrure blanche qui piaillaient en se balançant aux poutres du plafond. Dès qu'ils virent Wistiti, les singes cessèrent de crier et descendirent la saluer. Elle les caressa, tandis qu'ils poussaient de petits cris affectueux. Ils m'ont reconnu, ils m'aiment bien, je venais les nourrir quand nous habitions dans cette maison, ajouta-t-elle d'un ton mélancolique. Benjamin essaya de la consoler. Tu verras, tout va s'arranger. Nous visitâmes le temple. Au centre, un grand puits rond où était posée une pierre tapissée de poussière. À côté, un tas d'amphores en terre cuite. C'est sur cette table de granit que je déposais les fruits que j'offrais aux esprits hurlants. Et là, c'est l'ancien autel des sacrifices. Cependant, Folt dictait des notes à Benjamin. Dans le couloir, de très intéressantes inscriptions sur les murs, des fresques représentant des animaux et des plantes et témoignant des traditions du peuple inca. Dans la salle centrale, un puits bizarre. Curieux, Traquenard demanda à Wistiti. Mais où est le rubis? Inca. Les Incas habitèrent le Pérou à partir de 1500 avant Jésus-Christ. À la fin du XVe siècle, leur empire s'étendait sur l'Équateur, le Pérou, la Bolivie, le Chili et une partie de l'Argentine. En 1532, le roi Inca Atahualpa fut capturé par les conquistadors espagnols Francisco Pizarro, qui s'empara de son royaume. Les Espagnols détruisirent les trésors des Incas
qui avaient une valeur artistique et historique incalculable. Ils fondirent l'or et brûlèrent le reste. Une colonne de feu, avec un petit sourire mystérieux, Ouistiti indiqua la pierre poussiéreuse qui fermait le puits. Traquenard s'approcha et la gratta. Théa l'éclaira avec la torche. Sous la poussière brillait une pierre étincelante, le rubis de feu. Ouistiti l'effleura d'un air respectueux. Cette pierre cache un secret. Elle fonctionne comme un robinet. En effet, lorsqu'on la dévisse, il en sort quelques précieuses gouttes d'huile de feu qui, depuis des siècles, nous sert à allumer les lampes. Elle indiqua une fresque sur le mur montrant que quand on dévisse délicatement le rubis, on peut faire couler d'un robinet en forme de singe quelques gouttes d'un liquide noir. Traquenard dévissa le rubis à fond. Ouistiti cria « Arrête !» Trop tard. Le rubis s'ouvrit d'un coup comme un couvercle et du puits jaillit un très haut jet de pétrole. Voilà comment ça fonctionne quand on dévisse délicatement le rubis de quelques centimètres. On peut faire couler quelques gouttes de pétrole d'un robinet en forme de singe. Théa bondit en arrière, mais une étincelle tomba de la torche qu'elle brandissait et le pétrole s'enflamma aussitôt. C'était une colonne de feu qui sortait maintenant du puits. Nous ne savions que faire, mais d'un geste fulgurant, Ouistiti referma le rubis et la flamme s'éteignit d'un coup. « Oh les pattes !» Nous entendîmes des pas derrière nous et une voix qui chicota. « Oh les pattes !» Nous nous retournâmes. C'était Mandriao et ses acolytes. Heureusement, ils n'avaient pas vu le pétrole jaillir du puits. Venin murmura quelque chose à Mandriao. Je tendis les oreilles et pus comprendre. « Psst, chef, c'est Ouistiti, la fille d'Atahualpa. Prenons-la en otage comme ça. Nous obligerons son père à nous obéir. » Mandriao marmonna. C'est pas une mauvaise idée. D'ailleurs, j'y avais déjà pensé. Grongo nous lança un regard torve. Et les autres, c'est qui, hein? On en fait quoi? Chef, tu veux que je les écrabouille, hein? Il donna un coup de poing sur la table de pierre, mais un singe lui mordit le pouce. Il hurla. Aïe! Venin ricana sous ses moustaches. Hi hi hi. Vous vous croyez malin, mais vous ne vous êtes même pas aperçu que vous avez sous le museau le rube se vant à Traquenard. Théa lui envoya un grand coup de coude pour le faire taire. Mandriao ne s'était aperçu de rien, mais Venin murmura sifflant comme un serpent. « Que dis-tu? Tu parlais d'un rubis? Continue, ça m'intéresse. Il y a une légende indienne qui parle d'un rubis géant. » Il murmura à Mandriao. « Chef, il faut les faire parler. À mon avis, ils savent où se trouve le rubis géant. » Le chef marmonna. « Bonne idée. D'ailleurs, j'y avais déjà pensé. » « Alors, il est où ce rubis? Parlez, ça vaudra mieux pour vous. » Grongo poussa un grognement rauque. « Ouais, faites ce que vous a dit le chef, parlez, ou je vous écrabouille, compris ?» Mais cette fois, il ne donna de coup de poing sur rien du tout. Venin ricana tout de même sous ses moustaches. Hi hi hi. Nous criâmes en chœur bravement. Nous ne vous dirons jamais où se trouve le rubis. Venin réfléchit quelques instants puis murmura à Mandriao. « Chef, il joue au dur, mais si la vie de Ouistiti était en danger. » Mandriao marmonna. « Ça me semble une excellente idée. D'ailleurs, j'y avais déjà pensé. » Les trois rats se saisirent de Ouistiti. Celle-ci cria. « Mes amis,
Ne cédez pas à ce chantage, ne vous inquiétez pas pour moi. » Mais Volt était inquiet. Laissez-la, son peuple et elle ont déjà suffisamment souffert par votre faute. Si vous tenez tant que cela au rubis, le voici. Vous l'avez toujours eu sous les yeux. Les 3 brigands approchèrent leurs torches de la pierre qui étincelait comme le feu. Ils poussèrent un cri de stupeur. Les 3 rongeurs se jetèrent comme un seul rat sur le rubis. Grongo l'astiqua avec la manche de sa tenue de camouflage et poussa un cri rauque. « Chef, c'est vraiment un rubis, et il est énorme !» Mandriao s'exclama tout excité. « Combien ça peut valoir ?» Venin sortit une calculette de la poche de son pantalon et commença à faire des opérations. « Chef, à mon avis, ça peut valoir. » Il lui montra un chiffre sur l'écran de la calculette. Mandriao blêmit d'émotion, avala sa salive puis s'écria « Je vais être riche !» C'est alors que quelques gouttes tombèrent du robinet en forme de singe. Intrigué, Mandriao les renifla, puis hurla « Mais c'est du pétrole. Il y a un puits de pétrole là-dessous. Ce n'est pas riche que je vais être, c'est richissime. » Venin et Grongo hurlèrent en chœur « On va être riches !» Mandriao les fit taire. « C'est moi qui serai richissime, le chef, c'est moi. » Puis il ordonna « Démontez la pierre et emportez-la. On ira la vendre en ville, on la fera tailler en plein de pierres plus petites, qu'on aura moins de mal à revendre. » Ouistiti se révolta bravement. « Non, ne volez pas cette pierre, depuis toujours, elle appartient à mon peuple. » Elle leva les yeux vers le singe qui nous observait intrigué des poutres du plafond. Elle poussa plusieurs cris bizarres. Aussitôt, les singes se jetèrent sur les 3 rongeurs, les bombardèrent de pierres, de noisettes, de trognons, de fruits et de tout ce qui leur tombait sous la patte. Et ils les mordaient à belles dents. Ils étaient furieux et poussaient des cris terribles qui me hérissèrent le pelage. Les 3 gredins criaient terrorisés. « Au secours! Arrêtez les singes, pitié, nous ferons tout ce que vous voulez. » L'armée des esprits hurlants. Ouistiti cria un nouvel ordre. Aussitôt, les singes vinrent se coucher à ses pieds, obéissants et disciplinés comme les soldats d'une petite armée. Elle alla prendre des fruits et les offrit aux singes qui se mirent à les grignoter avec plaisir. Ouistiti expliqua. « Depuis des siècles, depuis des millénaires même, notre peuple respecte et nourrit l'armée des esprits hurlants, les gardiens du rubis. » Du robinet coula une goutte de pétrole qu'elle s'empressa de recueillir dans une feuille d'arbre. L'huile de feu est précieuse. Rien de ce que nous offre la forêt avec générosité ne doit être gaspillé. Puis, elle ajouta « Nous ne voulons pas exploiter ce puits de pétrole, il nous suffit d'en prendre quelques gouttes. Nous ne voulons pas tout, nous ne voulons pas trop. Il suffit que la nature nous donne ce dont nous avons besoin. » Volt cita une phrase d'un ancien philosophe grec, Épicure, 4e siècle avant Jésus-Christ. Rien ne suffit à qui considère comme peu ce qui est suffisant. Puis, il secoua la tête. Ton peuple est très sage. Le bonheur consiste à ne désirer que ce dont on a besoin. Trop nombreux sont dans notre monde moderne ceux qui veulent toujours plus que le nécessaire, et ils pressent la terre comme si c'était un citron, sans penser que les ressources naturelles n'appartiennent pas seulement à nous, elles sont un trésor précieux que nous devons transmettre aux générations futures. Le vrai gardien du rubis,
C'est alors que Mondrian donna un violent coup de machette sur le rubis de feu. Crash! Il ricana perfide. Si je ne peux pas l'avoir, alors personne ne l'aura. Ouistiti sanglota. Hélas, le rubis est perdu à tout jamais. Que va dire mon peuple? Volt essayait de la consoler, mais je remarquai que, entre ses larmes, vraies ou fausses, Ouistiti paraissait ricaner. Pourquoi donc? Traquenard enferma les 3 rongeurs dans l'entrepôt des outils. Alors seulement, Ouistiti nous adressa un clin d'œil d'un air rusé. J'ai une surprise pour vous. Elle contourna le temple et écarta les feuilles d'un bananier. Elle dissimulait une étroite galerie qui donnait accès à ses souterrains. Au fond de la galerie, je vis 2 yeux jaunes qui brillaient. C'était un énorme boa qui gardait un rubis étincelant. Ouistiti émit un sifflement. Je compris que c'était une espèce de mot de passe, car le serpent répondit en sifflant. Puis, obéissant, il s'approcha en rampant et déposa le rubis devant elle. Ouistiti nous le montra. Il était semblable à l'autre pierre, mais étincelait beaucoup plus. Voici le vrai gardien et voici le vrai rubis. Je balbutiai. Mais comment est-ce possible? Elle expliqua. Le rubis appartient à notre peuple depuis des millénaires, et depuis des millénaires, des gredins sans scrupules ont essayé de nous le voler de toutes les manières possibles. C'est pourquoi le rubis du temple est un faux. L'original est conservé ici, protégé par un boa qui le surveille jour et nuit. Théa alluma la radio et entra en contact avec la police locale. Nous avons capturé 3 bandits qui déboisaient la forêt amazonienne. Venez les chercher. Terminé. Pendant la nuit, il me sembla que Ouistiti sortait à pas de rat, mais peut-être n'était-ce qu'un rêve. Je sombrais de nouveau dans un sommeil profond, épuisé par toutes ces émotions intenses. Sois rusé comme le singe. La police arriva le lendemain. Ça faisait un bout de temps qu'on recherchait ces gredins qui ravagent nos forêts. Où sont-ils? Traquenard les accompagna jusqu'au magasin des outils, mais quand il ouvrit la porte, il s'aperçut qu'ils avaient scié les barreaux de fenêtre et qu'ils s'étaient éclipsés en douce. Mon cousin s'excusa. Je ne m'étais pas aperçu qu'il y avait une scie parmi tous ces outils. Volt secoua la tête. Dommage, nous ne les rattraperons pas. Il est si facile de se cacher dans la forêt. Mais Ouistiti sourit sous ses moustaches. À votre place, je n'en serais pas aussi sûre. Suivez-moi. Nous longeâmes les sentiers de terre rouge qui partaient du village. Nous trouvâmes bientôt un trou profond recouvert de branchages. C'était un piège qu'avait creusé Ouistiti. Nous nous approchâmes du bord et découvrîmes Mondrian qui sautillait furieux au fond du trou. Sortez-moi de là par 1000 mandrills démandrillisés. Nous éclatâmes de rire. Puis, les policiers l'emmenèrent. Un peu plus loin, au bord du fleuve, je vis Grongo Ratovski. Il pendouillait la tête en bas, accroché par la patte à une liane. Il était lui aussi tombé dans un des pièges tendus par Ouistiti. Et Venin, où est Venin? Il était prisonnier dans une cage de bois, construite par Ouistiti. Ouistiti sourit. J'ai suivi le conseil de mon père, sois prudente comme le serpent, silencieuse comme le papillon, mais surtout rusée comme le singe. Elle désigna un petit singe qui sautait avec agilité d'un arbre à l'autre. Cette espèce de singe s'appelle le Ouistiti. C'est de là que vient mon nom. La plante du mal de Kabok.
Les Indiens eurent le bonheur de retourner dans leur maison. Ils nous invitèrent à rester parmi eux pour de longues vacances. J'en profitais pour apprendre à lire et à écrire non seulement à Wistiti, mais à tous ses amis, grands et petits. Tout ce que nous apprenons nous rend plus forts. Désormais, vous aussi, vous pourrez mieux vous défendre contre les autres et tous leurs semblables. Le jour du départ arriva. J'avais un terrible mal de crâne et je demandai un médicament au professeur Volt, mais il secoua la tête. Hélas, mon cher Geronimo, j'ai perdu la trousse de secours lorsque nous avons été capturés. Je soupirais, j'avais l'impression d'avoir la tête enflée comme un ballon. Urubamba murmura « Je m'en occupe ». Elle partit en courant et revint bientôt avec une petite plante aux feuilles en forme de cœur. Elle détacha ses feuilles avec soin, les lava, les broya dans un mortier de pierre, puis filtra le jus et me le tendit. Je bus, hésitant. Quelques secondes plus tard, le mal de tête était passé, comme par magie. Urubamba nous expliqua avec fierté. Ce n'est pas de la magie, c'est de la science. Il s'agit de la plante du mal de Kabok que nous, les Indiens, utilisons pour faire passer la douleur. Volt était admiratif. Mal de Kabok, avez-vous dit ? Permettez-moi de vous adresser mes plus sincères compliments, madame. Cela vous déplairait-il si j'emportais un échantillon de cette plante ? Dans notre monde, les maux de tête sont si fréquents que ce remède pourrait être très efficace pour tous ceux qui souffrent. Je me demande combien d'autres plantes intéressantes comprend la tradition indienne. Ils s'éloignèrent tous deux en discutant des plantes, comme de vieux confrères. J'aime chaque arbre, j'aime chaque fleur. Dans l'avion du retour, Benjamin demanda « C'est quoi l'extinction, tonton ?» Je soupirai. Une espèce est en voie d'extinction quand les individus qui meurent sont plus nombreux que ceux qui naissent. Par exemple, il y a 65 millions d'années, les dinosaures se sont éteints. Aujourd'hui, les espèces animales et végétales en danger d'extinction sont très nombreuses. La raison principale est la pollution. C'est très grave parce que la diversité des animaux et des plantes sur la Terre est une grande richesse et nous devrions tous la défendre. Benjamin et moi composâmes alors un poème sur la nature. J'aime chaque arbre, j'aime chaque fleur, j'aime chaque arbre, j'aime chaque fleur, j'aime la nature du fond du cœur, les yeux clairs et cristallines, les étoiles qui clignotent de coquines, les prés verts où dansait la ronde, l'harmonie du monde est profonde. Oh, j'aimerais chanter tant à la terre, au ciel, aux océans, qu'au plus petit être de l'immensité. Je suis votre ami, c'est la vérité. Un cadeau vivant. Dès le lendemain matin, j'étais dans mon bureau à l'écho du rongeur. Benjamin arriva. Regarde tonton, je t'ai apporté une surprise. C'est un noyau d'avocat. Laisse-le tremper dans l'eau jusqu'à ce que sortent des petites racines. Puis, plante-le dans un pot plein de bonne terre. Je posai le vase sur mon bureau. Quel gentil cadeau! Je voulais t'apporter des fleurs, mais j'ai pensé qu'il était plus beau de t'apporter quelque chose de vivant. Je caressai ses oreilles avec affection. Tu as toujours de bonnes idées, Benjamin. Tonton, je peux te demander quelque chose ? Bien sûr, souriceau de mon cœur. Ma maîtresse d'école a demandé si nous pouvions, toi et moi, raconter en classe notre aventure. Volontiers, mon neveu. Il est très important de répandre ce message. Il faut respecter la nature. Voilà les amis, pour cette histoire de Geronimo Stilton. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis de vous relaxer. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne nuit et nous, on se retrouve à la prochaine lecture. Voilà les amis, pour cette histoire de Geronimo Stilton. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis de vous relaxer. Sur ce, je vous souhaite de passer une très très bonne nuit et nous, on se retrouve à la prochaine lecture.